Bonjour et bienvenue à l'émission Rayon de Soleil qui est présentée par Toufik de l'association des Amis de l'Algérie. Vous êtes sur Radio Laser 95.9. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous des journalistes algériens, surtout Monsieur Benchikou Mohamed qui est journaliste du matin. Bonjour Benchikou. Bonjour. Et puis Youssef Rezoug. Bonjour. Voilà, donc sans trop tarder, je vous laisse écouter cette belle chanson de Rizqi Mziane, Sahitou. نشربهم كل ثمر نكسي فراللوش في السينما راه ماذا غافت ربي مذيل وحوش نشربهم كل ثمر نكسي فراللوش في السينما راه ماذا غافت ربي مذيل وحوش يرنايا والنعير خوش مكل شثلام وبرهوش سيد فوق سلامة توتو صحيتو صحيتو يرنايا والنعير خوش مكل شثلام وبرهوش سيد فوق سلامة توتو صحيتو 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 ايه صحيتو 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 ايه صحيتو صحيتو كنويت فلامي كنون ومي بالغ ذي القاع كنين تسيدر لوان ذي حرز ربي نسعر كنويت فلامي كنون ومي بالغ ذي القاع كنين تسيدر لوان ذي حرز ربي نسعر ولا شداشي وني هو ذي دوني فكرة يضوان فرمتك ضمان شدور صحيتو صحيتو ولا شداشي وني هو ذي دوني فكرة يضوان فرمتك ضمان شدور صحيتو 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 ايه صحيتو 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 ايه صحيتو صحيتو تامو سنين ونمز بيب صحيتو ايه هشقاقل دفرسنا صحيتو وتغلي في النور يعفي صحيتو ذا شكاث وميسا صحيتو ورتسامة حبيب ورتسامة راطب فاياكي سريديتو صحيتو. Voilà, c'était la chanson Sahitou de Rizqi Mziane que nous allons inviter à Rennes le 14 mai 2016 à la Maison des Associations de Rennes. Je reprends un petit peu la parole pour présenter nos invités, surtout Monsieur Benchikou qui était présent ici dans le cadre des rencontres avec l'Algérie à l'espace Ouest France afin de présenter les deux ouvrages Novembre 54 et la faillite démocratique et de l'Algérie, ce qui nous attend en 2016-2017. Je suis aussi avec les membres de l'association des Amis de l'Algérie que je vais présenter, donc Gérard Prémel, le sociologue et écrivain, Gilles Munier, journaliste indépendant, Chérif Qadi qui est membre d'une association des aides Diaspora. Voilà, Diaspora des aides, pardon. Et puis Nadia Aragoné, qui est présidente de la compagnie Passibes et qui est aujourd'hui avec nous. On va parler un petit peu de son livre qui est sorti récemment. La rage fut mon pays d'accueil. Ben Aïssa Ourid, qui est nouveau membre de l'association. Et pour présenter nos invités, nous avons Youssef Rezoug, qui est l'ex-rédacteur du journal Le Matin, et puis notre ami Mohamed Benchikou, qui est journaliste et écrivain algérien. Pour rappeler un peu son historique, en 89, il était le fondateur du mouvement des journalistes algériens MJA. L'un des fondateurs. L'un des fondateurs. Il a dirigé l'équipe qui a relancé le journal Alger Républicain, qui est interdit d'apparition en 1965. Tu me corriges, Mohamed, si je me trompe. Il quitte Alger Républicain en 91 pour fonder avec Saïd Maqbel et d'autres journalistes Le Matin. En février 2004, Benchikou publie en Algérie et en France une biographie sur le président algérien Abdelaziz Bouteflika. En juin 2004, donc, il est condamné à une peine de 2 ans de prison sur une plainte du ministère des Finances.
Il est libéré le 14 juin 2006 de la prison d'Al Harrach à Alger. Pendant son incarcération, des journalistes du monde entier se mobilisent pour demander sa libération, car ils voient que son emprisonnement est considéré comme une tentative de le faire taire. En mars 2006, il obtient le prix PEN, qui rend hommage aux journalistes emprisonnés pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression pendant son incarcération. Le quotidien Le Matin est fermé. Chronologiquement, c'est juste. Voilà. Donc je cite dans la bibliographie de Mohamed les livres qu'il a sortis. Donc Bouteflika, une imposture algérienne, édition Le Matin, et Pekolek en 2004. Les Géoles d'Alger, Inas et Rive-Neuve en 2007. Je pardonnerai, recueil de poèmes chez Inas. Poème de prison. Pardon ? Poème de prison. Poème de prison, voilà. Journal d'un homme libre, auteur Rive-Neuve aussi. Notre ami Bouteflika, de l'état rêvé à l'état scélérat, Rive-Neuve 2010. Et puis Le mensonge de Dieu chez Michalon en 2011. Le dernier soir du dictateur chez Rive-Neuve aussi. Et puis La parfumeuse, la vie oculée de Madame Massal El-Hedj. Un bel ouvrage sur la vie d'une... on peut en parler de un la peu. principale architecte, à mon avis, du mouvement national algérien, qui a été complètement ignoré, d'abord parce que c'est une femme, ensuite parce que c'est une Française, et enfin parce que elle préconisait un État indépendant et démocratique, et ce qui faisait d'elle la détentrice de trois raisons de la faire, de la mettre à l'écart de l'histoire. Voilà. Je continue la biographie de M. Béchikou, donc Mission, chez Coucou en 2014. Et puis récemment, vous avez copublié avec d'autres journalistes et écrivains Novembre 54 et la faillite démocratique. Donc pour parler un peu des écrivains, donc ce sont 5 Algériens et un Français. Oui, il y a c'est des anciens journalistes renommés comme Voilà. Il s'agit de Mourad Bourboun, Median Ben Ammar, Mohamed Béchikou bien sûr, Sadr Hajers et Hassan Zerouri et Jacques Simon. Jacques Simon, qui Voilà. est un historien. Et vous avez dédié ce livre au feu Hussein Aït Ahmed, qui est décédé, et Abdelhafid Yahya. Abdelhafid Yahya, qui sont les fondateurs du FFS en 1963. En 1963. Qui viennent de mourir. On profite de cette émission pour rendre hommage justement à ces deux personnalités de l'Algérie de novembre 54, qui est l'une des plus fabuleuses guerres de décolonisation du XXe siècle. Si tu peux nous en parler un peu de cette histoire et du livre que vous avez sorti en soi. Si tu veux, si on fait la synthèse entre ce livre et le livre que j'ai consacré à la femme de Massal El-Hedj, la parfumeuse, la première observation, c'est que 54, le déclenchement de l'insurrection est venu en rupture avec un principe, un vieux principe du mouvement national, qui est l'indépendance accompagnée de la démocratie. C'est-à-dire que le mouvement national, à son origine, avec l'État nord-africain, préconisait, ne se limitait pas à revendiquer l'indépendance, c'est-à-dire le simple détachement du colonisateur. Il
il revendiquait l'indépendance accompagnée de la démocratie dans le document dont on dit qu'il est le document central du nationalisme algérien, qui est le document présenté par Messali Hadj en 1927, déjà, à Bruxelles, lors du congrès anti-impérialiste. Et cette revendication de l'indépendance accompagnée d'une revendication d'un État démocratique a été, au fil des temps, et au fil des temps, oublié, jusqu'à ce qu'en 1954, la déclaration de novembre se borne à demander le départ des colonisateurs. Voilà. Oui, Youssef. Moi, je voulais, pour ajouter ce qu'il disait Mohamed, c'est cette manière de conception en Algérie de l'histoire, parce qu'il pose le problème d'Émilie, la parfumeuse, comment elle a été évacuée. En Algérie, le grand problème, chaque régime écrit son propre histoire. On a une accumulation de frustration par rapport à l'histoire, l'histoire soit de la guerre de libération, soit les histoires récentes. D'ailleurs, il y a la charte nationale de réconciliation nationale qui interdit même de parler aux victimes de parler de leur douleur, victimes du terrorisme. C'est une accumulation, c'est des traumatismes actuellement, c'est ça. On va vers le peuple créé, un peuple amnésique d'une manière extrême. On lui impose l'amnésie et surtout même la conception. Bouteflika vient de rentrer dans les manuels scolaires, alors qu'il était, tout le monde sait qu'il n'a pas tiré une balle, il était dans l'armée des frontières. Maintenant il rentre, etc. Il était aide-camp de Boumedienne et lui ont réservé une page dans les manuels scolaires. Chaque régime écrit l'histoire comme il veut, et si les politiques l'écrivent, c'est plus les historiens. Et cette conception, aussi la conception que le seul héros, c'est le peuple. Toujours, on a interdit même, parce que la révolution, rien n'enlève à la grandiose aussi, la noblesse, en même temps de l'action de la guerre de libération, mais si on pose des problèmes. Il y avait des tentatives, des gens qui ont écrit l'histoire autrement, qu'est-ce qu'ils pensaient les Jounoud, les soldats à l'époque. Mais ils ont... D'ailleurs, on parlait hier de René Vautier, il a été censuré parce qu'il a montré un moudjahid qui pleurait. Il a dit les moudjahidines ne pleurent pas. Il avance, même ils n'ont pas peur. Et ils n'aiment pas. C'était Mirouche qui a... Oui, et ils ont interdit de présenter ce passage du soldat qui pleure. Oui, ils disent même, il était avec Blouchette, qui était colonel ou commandant à l'époque, alors qu'il a montré les images, l'image a été censurée sur la télévision algérienne, parce que même les histoires d'amour dans le maquis, les ont interdits. On ne faut pas en parler parce que le soldat, il n'a ni le besoin d'aimer, ni rien. Et la seule, c'est cette conception de l'histoire qui reste. Elle est dans les manuels scolaires. Elle est dans les manuels scolaires comme ça. Pour revenir à l'histoire, c'est très important. Le mouvement national a été lancé, encouragé par la Troisième Internationale à Moscou, relayé par le Parti communiste français, qui a créé l'État nord-africain. Avec une stratégie, la stratégie c'était créer un parti dans chaque pays colonisé, un parti de type prolétarien, de le créer en France, parce que là où les conditions existent, c'est-à-dire
la classe ouvrière, etc., et de le transférer progressivement vers le pays colonisé. Et sans demander l'indépendance tout de suite. C'est-à-dire que l'indépendance viendrait avec la généralisation du socialisme, une fois que le socialisme gagnerait le monde. C'est à peu près comme ça que voyez la Troisième Internationale. Ça ne s'est pas produit comme ça. Il y a eu effectivement création d'un parti type prolétarien, l'État nord-africain, qui revendiquait l'indépendance, qui n'était pas le principal parti du mouvement national, qui était même le moins influent, puisqu'il y avait à l'époque des partis comme l'Yaoulama ou le Parti communiste algérien, le Parti Fatah Abbas, qui était beaucoup plus fort, mais qui était en contradiction, divergence avec l'État nord-africain sur un point fondamental, c'était l'indépendance. C'est très important pour que de revenir à l'histoire. Les Algériens ne demandaient pas l'indépendance. Il n'y avait que l'État nord-africain qui l'exigeait. Tous les autres partis qui ont d'ailleurs qui se sont d'ailleurs regroupés dans une sorte de fédération, revendiquaient l'intégration de l'Algérie à la France. C'est-à-dire d'avoir les mêmes droits que les citoyens français. Donc, finalement, les faits ont fait que c'est l'État nord-africain qui a eu raison dans l'histoire en revendiquant l'indépendance, mais ce n'était plus, elle n'avait plus les conditions humaines et politiques, organisationnelles de l'ENA qui activait en France. Les événements de 1945, finalement, peut-être justement poussé finalement un événement qui quand même poussé le nationalisme algérien, enfin Messali Hadj, ou la tendance, disons, Messali Hadj, à percer par rapport aux autres, parce qu'on s'est bien aperçu à ce moment-là que la France, finalement, enfin la France telle qu'elle était, enfin le général de Gaulle, finalement, aussi, faut pas le rappeler, parce qu'on a toujours l'impression que le général de Gaulle, effectivement, il a donné peut-être l'indépendance à l'Algérie, mais à cette époque-là, le général de Gaulle n'était pas sur cette ligne d'action, quoi. Général de Gaulle... En 1945, il avait promis des réformes, sans promettre la véritable indépendance. Il a promis des allègements, des réformes de la colonisation. Et cette année-là, Messali Hadj, qui était en prison dans le bagne de l'est du pays, Lambez, venait d'être relâché après des années d'emprisonnement, et pour justement pour briser l'élan de 1945, il avait été transféré à Brazzaville. Pour qu'il n'y ait plus d'influence du messalisme du parti du peuple algérien
sur l'indépendance. Ça coïncidait avec la mise entre parenthèses de sa femme, Émilie Biscand, qui a été complètement qui a été réduite au silence, qui ne s'occupait plus de rien. Et c'est à ce moment-là qu'est née une nouvelle génération, génération de dirigeants algériens coupés de la racine de l'État nord-africain, de la racine prolétarienne, etc., et qui a été prise en charge par le maire d'Alger, Chevalier, qui en a fait une classe nouvelle, sans ses racines, et qui a, par des péripéties qui seraient trop longues d'énumérer, été à l'origine du lancement de l'insurrection, dépolitisée, presque dépolitisée, c'est-à-dire sans revendication. On ne voyait pas l'État, le futur État algérien, on n'en parlait pas. On ne voulait que l'indépendance, le départ de l'occupant français. Ce qui fait que la question de l'État démocratique était passée au second plan. Juste une précision, en plus pour répondre à Gilles, c'est la question de 8 mai 1945. Il y a un point de rupture important qui a rallié beaucoup plus à l'insurrection les élections de 1948. Où il disait Farhat Abbas, c'est la dernière fraude du siècle. Il posait le problème parce que leur ont averti de ne pas frauder. C'est une élection où il y avait la possibilité du point de vue même engagé, certains qui revendiquaient l'assimilation, de s'intégrer, alors qu'il y avait la grande fraude. À ce moment-là, que tous les éléments d'ailleurs sont radicalisés dans ceux qui ont déclenché la guerre de libération et s'attendaient que les élections soient propres. Et c'est l'élection, elle était le point de rupture. Cette élection de 1948. C'était l'élection. Et notre président, je voulais revenir à la 3e internationale. Il y avait l'article 8, a été dirigé par Georges Dimitrov. L'article 8 qui préconisait que les partis communistes dans les pays qui colonisent, il faut qu'ils aident les pays qui sont colonisés à s'organiser, à créer des partis pour l'indépendance. Et c'était comme ça, à les organiser. C'était ça l'article 8, ils étaient 24 articles de la 3e internationale. Je reviens à Émilie Biscand, parce que notre histoire est due à cette femme. Notre histoire est due à cette femme qui est la fille d'un comment on appelle ça, anarcho-syndicaliste, qui a désobéi à la 3e internationale et au Parti communiste français, qui ne voulait pas de revendication de l'indépendance, qui voulait, dans la stratégie de la 3e internationale, c'était aller progressivement, ne pas brusquer les choses. Elle a dit non. C'est elle qui a fait qui a extirpé le mouvement national algérien de l'influence du Parti communiste algérien, français et de la 3e internationale, pour en faire
une organisation qui demandait l'indépendance à un moment où personne ne le demandait. Personne n'imaginait qu'on puisse vivre sans la France. Et ça a marqué pour durablement la nature du mouvement national algérien et cette guerre de 54. Oui, vous donnez beaucoup d'importance donc à Émilie, mais il y a quand même Messali. Alors Messali, c'était qui? Justement, Messali était, à ce moment-là, était un jeune homme qui dans la culture était à la fois patriotique, mais puisé dans l'islam. C'était à la fois un admirateur de Lénine et d'Atatürk. Et de Khalif Omar bin Khattab. Il n'avait pas une vision de l'indépendance. Il n'avait pas une vision stratégique. Mais cette femme, parce qu'il faut revenir aux années 20, en France, les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Donc, elles ne pouvaient pas être en première ligne. Mais c'est elle qui a influencé. C'est elle qui l'a influencé. Et c'est elle qui a écrit le document qui a été lu à Bruxelles. Et qui a d'ailleurs été à l'origine de la rupture entre le Parti communiste français et l'État nord-africain et le limogeage de Messali Hadj du Parti communiste français. À ce moment-là, l'État nord-africain s'est rapproché des groupes de gauche de type trotskiste qui ont radicalisé le mouvement. C'est pour cela que nous sommes le seul pays à avoir obtenu l'indépendance par la guerre. Les trotskistes lambertistes en particulier. Des lambertistes, des socialistes de l'extrême gauche. Ça a été une connotation très forte qui distingue le mouvement national algérien des autres mouvements nationaux de pays voisins. Quel bel hommage à cette dame. Vous pouvez trouver tous ces propos dans le livre La Parfumeuse, La vie occultée de Madame Messali Hadj, qui est édité par Rive Neuve en 2012. On va passer à d'autres questions. J'aurais aimé parler de l'hymne national. Moi, ce que je sais, c'est que l'auteur de l'hymne national était un compagnon de Messali Hadj, avec lequel il a été incarcéré en 1937 à Alger pendant 24 mois, Moufti Zakaria, et que le drapeau, c'est-à-dire algérien, a été imposé par Émilie Buscon, qui l'a elle-même confectionné comme symbole de l'indépendance contre la vie générale.
C'est comme ça que d'ailleurs, il est sorti en 1945, comme on dit. On va passer à une autre question de notre ami Ben. Oui, Mohamed. Moi, c'est l'histoire algérienne, algéro-française ou franco-algérienne est passionnante. Mais je voulais revenir à l'actualité algérienne. Les partis politiques ou l'opposition algérienne, depuis l'ouverture au multipartisme en 88, est pratiquement aliénée au pouvoir. Et je voulais vous poser la question, est-ce que le rôle de la femme dans la société algérienne et dans ce qui va peut-être changer les choses, est-ce que la femme algérienne a un rôle à jouer dans ce contexte-là? Moi, je crois que la stratégie du régime algérien de maintien du régime algérien dans son trône, sa stratégie de préservation a fait que il a minorisé la femme, entre autres. La minorisation du rôle de la femme sous des prétextes multiples, de la religion, etc., a fait que aujourd'hui la société algérienne n'est pas une société en état d'être un contre-pouvoir efficace. Le rôle de la femme est méthodiquement minorisé. Quand vous voyez le code de la famille, par exemple, si vous comparez juste avec des pays voisins comme le Maroc, si vous comparez avec des pays voisins comme la Tunisie, où la polygamie voilà, elle est interdite. Si vous comparez avec le Maroc, où le statut de la femme, notamment sous le roi Mohamed VI, a évolué de manière spectaculaire. Chez nous, le code de la famille, ce qu'on appelle le code de la famille, ne reconnaît à la femme aucun droit. C'est l'esprit de la charia. Et on l'ignore peut-être, mais jusqu'à une date très récente, la femme ne pouvait pas voyager seule sans l'accord de son mari. Aujourd'hui encore, la femme ne peut pas demander le divorce, sauf compensation financière. Donc il y a une base légale. Il y a eu des amendements, des amendements très légers, qui ne tiennent pas compte de l'évolution du monde, de l'époque que nous vivons, du rôle de la femme, parce que le régime a compris qu'en maîtrisant la femme, il maîtrise toute la société. Gérard ? Oui, moi je rebondis sur la question de mon prédécesseur. En ce qui concerne le rôle de la femme, je crois que le gros problème est
peut-être un peu au-delà ou ailleurs. C'est pas une question d'islam ou de culture, ni même démocratique. C'est une question de pouvoir mafieux. Tous les gens qui connaissent bien la question de la mafia et dans les sociétés savent que l'essence même du pouvoir mafieux est patriarchiste. Et la femme a un rôle d'apparat ou un rôle symbolique en tant qu'épouse de chef. Elle est l'attestation de la puissance virile du chef, ou elle est une marchandise, ou, dans le cas le plus courant, elle est une matrice reproductrice, et rien d'autre. Voilà. Je vous ai entendu parler des structures mafieuses du pouvoir algérien, et y a-t-il une corrélation entre le statut de la femme et cette structure mafieuse? Oui, certainement. Certainement parce que de manière objective, la femme n'entre pas dans une logique mafieuse. Aujourd'hui, nous assistons à une vague de comment on appelle ça quand on est contre la femme, de machisme très violente contre les quelques femmes qui font de la politique. Nous avons quelques femmes qui font de la politique en Algérie, soit dans l'opposition, soit en tant que ministre, qui sont prises à partie de manière haineuse. Je cite le cas de la ministre de l'Éducation, je cite le cas de l'opposante Louise Hannoun, qui, chaque fois qu'elle prend des positions, on lui rappelle son statut de femme. Et on l'attaque sur son statut de femme. Il y a une stratégie, effectivement, de violente contre les femmes. Oui. Oui. Alors moi, la question que je me pose, vous parliez du pouvoir mafieux en Algérie. Et la question que je me pose, c'est, chez nous, en France, la fascination que semble provoquer une certaine forme de pouvoir qui pourrait s'apparenter à un pouvoir mafieux, autoritaire, voire tyrannique, et qui se profile dans nos sociétés et qui semble avoir beaucoup de succès auprès des masses. Je ne cite pas, n'est-ce pas, le parti qui porte ce pouvoir, mais beaucoup de Français adhèrent à ce style de pouvoir chez nous. Et quand vous parlez du tyran, du dictateur, il semble que beaucoup de Français revendiqueraient cette forme de pouvoir, d'ordre. Est-ce que Mohamed, la démocratie ne marche plus tellement bien?
je ne dirais pas, je ne dirais pas les Français. Je dirais des groupes d'intérêt politiques et économiques ont intérêt à la perpétuation de ce type de régime en Algérie. Mais en France. Oui, objectivement, le gouvernement français, le pouvoir français, que ce soit de droite ou de gauche, sont pour beaucoup dans le maintien du régime algérien tel qu'il est, tel qu'on le subit. Je crois que l'origine de la crise actuelle, le fait que la France, aujourd'hui, se déclare préoccupée, pour reprendre le Figaro, a peur de l'Algérie. La France, l'Algérie fait peur à la France en cas de... dans la France qui redoute un scénario à la syrienne, c'est-à-dire avec un afflux de réfugiés, c'est la conséquence d'une politique menée depuis des années qui consistait à soutenir des régimes qui favorisaient l'instabilité. C'est-à-dire que pour qu'une population soit stable sur son sol, il faut démocratiser. Je n'ai aucune raison de quitter l'Algérie si l'Algérie m'offre la possibilité d'être un citoyen, d'être un homme normal qui a accès à l'éducation, à l'emploi, à la... ça, on ne l'a pas. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les pays occidentaux sont pris dans leur propre piège. En favorisant des régimes autoritaires, ils ont créé les conditions d'instabilité qui fait fuir les gens. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas un protectionnisme en Europe, la moitié de la population algérienne serait en Europe. Et malgré les barrières qui sont faites, malgré les visas, il y a des milliers d'Algériens qui rentrent en Europe par des biais très, très divers, y compris par des embarcations à travers la mer. Donc, nous sommes... Ça, c'est le résultat d'un soutien à des régimes. Mais vous dites un soutien à des régimes comme le régime algérien par la France, mais finalement, ce régime algérien qui s'est installé en 1962, est-ce que vous ne pensez pas que la France a joué un rôle dans le choix de ce régime par rapport à la situation? Parce qu'en fait, finalement, le même Bouteflika, c'est quand même celui qui est allé discuter avec ceux qui étaient en prison. Curieusement, c'est quand même lui. Et pour aller là-bas, il fallait quand même avoir... Tout ça, ça a été préparé. Préparé par qui? Par les services français. Vous avez tout à fait raison. Et là encore, on peut aller encore un peu plus loin dans l'histoire. Lorsque l'État nord-africain exigeait l'indépendance
et la démocratie en précisant ce qu'elle voulait dire. C'est-à-dire, dès l'indépendance, l'élection d'une assemblée constituante au suffrage universel qui désignerait un État démocratique. Lorsque vous dites la responsabilité de la France dans le régime actuel, vous avez tout à fait raison. Mais ça date pas de 62. Ça a daté déjà des années 30. La France avait envoyé des émissaires chez Msali Hadj qui étaient détenus au bagne de Lambès pour lui dire ceci: on vous libère, vous continuez votre action militante à une seule condition: vous renoncez au suffrage universel de l'Assemblée constituante. C'est-à-dire que que la France n'acceptait pas la perspective d'un régime démocratique en Algérie, qui aurait été le mauvais exemple pour toutes les colonies. Et là, vous lirez dans la parfumeuse, c'est Émilie Buscan, la femme de Msali Hadj, qui a à chaque fois été présente pour dire à son mari: ne signe rien. L'OTAN ne signe rien. Il faut garder cette condition de... Et en 62, effectivement, nous avons... la France, je veux dire, le pouvoir français a réussi à ce que nous ayons un régime avec lequel les manœuvres sont plus simples qu'un régime démocratique où, voilà. Oui, tout à fait. J'abonde dans ce sens. Et je rappelle qu'en 1936, le Front populaire s'est bien gardé d'octroyer le moindre droit aux Algériens, puisque effectivement il y avait la hantise d'un suffrage universel qui aurait complètement bouleversé la physionomie de l'Algérie. Et par ailleurs, le gouvernement de Front populaire français appuyait son soutien, monnayait d'une certaine manière son soutien au Front populaire espagnol, au gouvernement de Front populaire espagnol, en disant qu'il ne fallait surtout pas accorder l'indépendance au Maroc espagnol, puisque c'était une hypothèse de travail des républicains espagnols, puisque les fascistes avaient largement utilisé la main-d'œuvre mercenaire espagnole pour attaquer l'Espagne, la République. Voilà, merci Gérard. On va faire un break musical en hommage justement aux femmes, puisqu'on parle de femmes, et puis ça tombe bien parce que c'est le mois de la femme.